Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être fidèle à Métropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux faits saillants de l'actualité. À moins de 24 heures de la fin des inscriptions des partis, groupements et regroupements politiques, une centaine de structures se sont enregistrées au Conseil électoral provisoire. La possibilité d'un prolongement de la date est évoquée, mais le CEP dit vouloir s'accrocher au respect strict du calendrier électoral. La liste agréée des partis sera publiée le 26 mars prochain. Alors que le rétablissement de la sécurité et la tenue des élections figurent parmi les principales priorités du gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé a rencontré Albert Hamdine, secrétaire général de l'OEA, en vue de renforcer l'appui de l'organisation régionale à Haïti dans ces deux domaines clés. Le chef de l'exécutif renouvelle ainsi sa détermination à pacifier le pays et à favoriser le déroulement des scrutins. Également à la une de ce mercredi, guerre au Moyen-Orient, Haïti doit développer une politique pour se mettre à l'abri d'un éventuel choc pétrolier, en constituant une réserve stratégique et en mettant en place au besoin des infrastructures de raffinage, estime William Savary. L'économiste déplore le manque de sens de responsabilité des dirigeants haïtiens qui a ralenti jusqu'ici toute évolution du pays en ce sens. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le président du Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers, a fait le point sur l'exécution du calendrier électoral, abordant particulièrement le processus d'enregistrement des partis politiques, lequel s'est soldé à date par l'enregistrement d'une centaine de structures. Interrogé sur la possibilité de prolonger la période d'enregistrement des partis politiques, M. Desrosiers a réaffirmé l'importance du strict respect du calendrier électoral en vigueur, soulignant que celui-ci constitue une priorité pour l'institution. Il a aussi rappelé que la liste des partis, groupements et regroupements politiques agréés sera publiée le 26 mars prochain. Parallèlement, le président du CEP a évoqué les questions sécuritaires et leur impact sur la logistique électorale. Il dit souhaiter que le Conseil puisse poursuivre le processus électoral dans des conditions de sécurité acceptables. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé annonce avoir discuté avec le secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine, des progrès réalisés dans la lutte pour le rétablissement de la sécurité, notamment à travers la force de suppression des gangs, ainsi que de l'état d'avancement des préparatifs en vue de la tenue des prochaines élections en Haïti. Alix Didier Fils-Aimé a salué l'accompagnement soutenu de l'Organisation des États américains qui, selon lui, dans ces deux domaines prioritaires, apporte un appui technique aux autorités haïtiennes. Cette rencontre s'est tenue en marge de la cérémonie d'investiture du président élu du Chili, M. José Antonio Cast. Autre dossier des signataires du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections ont lancé ce mercredi l'Assemblée des signataires. Il s'agit d'un organe régulateur ayant pour mission de contrôler toutes les décisions prises et les actions posées par le gouvernement en place selon Marie-Denise Claude. Cette nouvelle structure veille aussi au respect scrupuleux des prescrits du pacte signé entre des acteurs politiques et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, en vue de rendre compte à la population, a-t-elle poursuivi. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Des membres du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections se veulent à la fois juges et partis. Ils ont lancé ce mercredi l'Assemblée des signataires du document, un organe régulateur de la vie de Marie-Denise Claude. Constitué de l'ensemble des organisations, institutions et personnalités ayant apposé leur signature au Pacte national pour la stabilisation et l'organisation des élections. Cette assemblée représente l'expression collective de la volonté politique des signataires et agit comme un mécanisme de garantie du respect des engagements pris dans le cadre du Pacte national pour la stabilisation et l'organisation des élections. Cette nouvelle structure qui regroupe des acteurs issus de la classe politique et, pas des moindres, a pris l'engagement de surveiller toutes les décisions et les actions du gouvernement, insiste Mme Claude. L'Assemblée des signataires est un groupe stratégique de supervision,
d'orientation et d'évaluation chargée d'assurer le suivi politique de la mise en œuvre des dispositions de ce pacte. Elle veille à la cohérence entre les engagements politiques adoptés et l'action conduite par le gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Des acteurs avec lesquels le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a paraphé un accord politique s'érige désormais en tant qu'assemblée des signataires pour contrôler les actions posées par l'actuelle administration, une initiative qui n'est pas la première car récemment, le collectif 4 décembre ayant à sa tête Jean-Robert Argan a déjà fait la proposition. Comme annoncé en titre, selon l'économiste William Savary, Haïti doit développer une politique pour se mettre à l'abri d'un éventuel choc pétrolier en constituant une réserve stratégique et en mettant en place au besoin des infrastructures de raffinage. Le manque de responsabilité des dirigeants haïtiens ralentit toute évolution du pays en ce sens, a-t-il dit. Parmi les préoccupations soulevées par le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient figurent les répercussions qu'elle pourrait avoir sur le marché de l'énergie, notamment sur le prix du pétrole. Pour évoquer les contours de cette guerre, nous avons avec nous, via Zoom, l'économiste William Savary. Économiste William Savary, merci d'être avec nous pour parler de la guerre au Moyen-Orient. Bonsoir Madame Berline, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Ce jeudi 11 mars 2026 marque la 12e journée de guerre au Moyen-Orient. Avant même de parler des conséquences et des impacts potentiels de ce conflit, Monsieur Savary, comment en sommes-nous arrivés là, selon vous, lorsqu'on savait qu'il y a eu des discussions entreprises entre les États-Unis, l'Iran à Genève? Bon, d'abord, il faut se rendre compte qu'il y a deux positions qui ne se confondent pas, qui se disputent. Il y a la position de M. Trump, qui est celle de l'Union européenne également, qui voudrait mitiger la prolifération des armes nucléaires. Dans ce contexte, ils ont toujours voulu limiter l'accès à la République islamique de l'Iran aux armes nucléaires. Donc, ils ont toujours pris des mesures et entrepris des activités pour limiter et même bloquer l'accès à la technologie, au savoir-faire de l'Iran en matière d'armes nucléaires. Parallèlement à ce mouvement, il y a le mouvement des zionistes en Israël, qui rêve de Grand Israël. Le Grand Israël, c'est un territoire qui va de la Méditerranée à la rivière du Jordan. Et ceci est expliqué c'est plutôt une aspiration messianique. On le trouve dans Matthieu de la Bible, de verset 24.1. Il se trouve dans Thessaloniens, verset 4.6. Il se trouve aussi dans Révélation, verset 19.20, qui semble indiquer que la terre d'Israël s'étend dans ses environs et que pour que le Christ retourne sur terre, il faudrait que le grand Israël soit reconstitué. Donc, maintenant, la politique d'Israël, se rendant compte de sa taille minime, et de ses limites militaires, ils ont joué pieds et mains, et ceci depuis 30 ans, pour entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Parce qu'ils savent, par exemple, que l'Iran détient des armes performantes et une population de 95 millions et un territoire très vaste et surtout montagneux. Donc, en menant des démarches pour recruter les États-Unis pour s'aligner sur leur position. Donc, les États-Unis, d'après eux, vont mener la guerre en Iran et eux, et les États-Unis vont détruire l'Iran et ils vont pouvoir avancer leurs frontières selon les dictats messianiques et souhaiter que le retour du Christ sur terre. Donc, vraiment, ce sont vraiment les deux raisons pour lesquelles vous avez cette guerre aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des gens qui croient dans la venue du Christ? Bon, il y en a plusieurs parce que ça fait partie de la doctrine chrétienne.
ça fait partie du Torah des Hébreux. Donc, nous ne sommes pas, la paix n'est pas pour demain. Alors, revenons à la position, ou du moins à ce qui motive l'Iran justement à mener cette guerre. Vous nous aviez bien expliqué l'origine biblique de cette cause. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres explications à donner? Parce que pour plus d'un, c'est un petit peu inimaginable, en fait. Bon, de point de vue Israël, il n'y a pas d'autre. Parce que là, il ne faut pas oublier que Israël, je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec les frappes, il y a des gens en Israël qui célèbrent parce qu'ils attendent à ce qu'il y aurait des troubles au niveau international. Parce que pour l'arrivée du Christ, selon Ecclésiaste, selon Révélation, il faut des troubles au niveau international où tout est chambardé, où tout est bousculé. C'est alors que le Christ arrivera sur terre et établit ce qu'on appelle le 1000 ans de paix, le millénium. Donc, ils sont très clairs dans leur position et ils y croient. Maintenant, je peux vous dire par extension, aux États-Unis, il y a tout un mouvement du christianisme, ce qu'on appelle la droite religieuse qui supporte Trump, qui aujourd'hui ont franchi le seuil où l'État n'est plus l'État et la religion ne sont plus divisés. Parce que vous imaginez qu'un groupe de pasteurs à la Maison-Blanche qui prie sur la tête de Donald Trump pour que Dieu lui puisse lui inspirer dans la guerre qu'il mène. Ça, c'est du jamais vu. Alors qu'aux États-Unis, selon leur constitution, il y a une séparation très nette et très claire entre la religion et l'État. Donc, nous sommes en train de vivre une période qui n'est pas, qui est exceptionnelle. En effet, donc, il faut vraiment se rendre compte de ça et vraiment et à tout moment s'apprêter au pire. Parce que là, nous sommes au seuil de décisions qui sont basées sur des doctrines. Et les doctrinaires, en général, sont toujours des extrémistes. Donc, vous l'avez eu à l'époque des communistes, vous avez eu les doctrinaires du communisme qui étaient prêts à se sacrifier. Vous l'avez eu avec les doctrinaires du nazisme germanique. Vous avez des musulmans qui étaient prêts à se sacrifier, à se porter en martyr. Donc, il y a eu des chrétiens. Par exemple, vous avez Polycarpe qui fut l'un des premiers martyrs du christianisme dans les années 300, je crois. Donc vraiment, la question du martyr, ça rentre dans notre culture, ça rentre dans certaines croyances humanitaires. Et malgré, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils font, mais le fait est, ils le font. Nous avons quand même exploré les différentes causes. À présent, abordons les conséquences que peuvent avoir ce conflit, non seulement sur l'économie mondiale, mais aussi particulièrement dans le cas d'Haïti. Mais au cœur justement de ces conséquences, à la une, il y a la perturbation du détroit d'Ormuz, qui est d'ailleurs considéré comme l'un des points névralgiques du commerce énergétique mondial, et par lequel transite une bonne partie du pétrole qui est consommé dans le monde. Avec ce conflit, lorsque nous savons que depuis 2011 menaçait de fermer ce détroit, quels sont les risques aujourd'hui avec une certaine perturbation de ce détroit? Bon, vous avez 20%, à peu près 20 à 25% du pétrole international qui circule à travers le détroit d'Ormuz. Et là, maintenant, aujourd'hui, les Iraniens ont placé 3 conditions pour que les frappes, pour qu'on puisse avoir un moment de répit pendant cette guerre. L'une, c'est que les États-Unis quittent le Moyen-Orient. L'autre, c'est que l'Israël cesse ses menaces et ses attaques contre l'Iran. Troisièmement, pour que les États-Unis soulèvent toutes les sanctions qui ont été appliquées contre l'Iran depuis 1975-79, je crois. Donc, ce sont ces 3 conditions qu'ils ont posées et il y a une position sous-jacente qui est le recul d'Israël des frontières et des terres occupées et des terres arabes occupées. Donc, pour que Israël retourne à ses frontières. Donc, il y a tout ça qui se joue aujourd'hui. Maintenant, l'effet de tout ça, c'est vraiment l'augmentation du prix du pétrole que vous avez constaté, que tout le monde constate, en effet. Qui est première, parce que le prix de l'essence
gasoline aux États-Unis a grimpé de 30 à 45% au cours d'une semaine. Le diesel a augmenté de 70% dans certaines régions. Donc, il y a une augmentation massive qui se fait. Maintenant, une augmentation massive qui se fait au prix du pétrole, ça va affecter premièrement, le coût de la production, parce que le pétrole, c'est vraiment l'énergie et c'est transversal. Ça rentre dans tout, ça rentre dans la transportation. Les tickets d'avion le prix des tickets d'avion sera à la hausse. Vous avez la nourriture, les transformations de produits matières brutes en matières finies. Là, ces prix vont également connaître une certaine hausse. Vous avez le coût du transport. Et le coût du transport, c'est ça. Ceci se détermine à travers le Lloyd of London où tous les tankers de pétrole sont assurés et il n'y a pas un tanker qui prendra la mer sans avoir une assurance de Lloyd of London qui représente un conglomérat des assurances à haut risque. Maintenant, sans l'assurance ou bien l'augmentation des primes d'assurance sur les tankers, automatiquement jouent aussi sur l'augmentation des prix du pétrole. Donc c'est un effet domino, on va dire. Bon, il y a toute une chaîne de valeur qui est affectée. Donc vraiment, c'est un effet domino et à laquelle que l'administration de M. Trump n'avait pas pensé, ni l'administration d'Israël. Ils avaient pensé qu'ils allaient décapiter le régime en Iran. Et que le peuple iranien allait prendre les rues, investir les bureaux de l'État, investir le gouvernement et puis renverser le système. Donc, et ceci, je peux vous dire en toute confidence, peut-être que c'est ce que M. Trump avait eu en tête lorsque les troupes, ses fidèles ou ses fanatiques avaient envahi les rues de Washington en janvier 2020, dernières élections, avant les dernières élections. Donc peut-être qu'ils avaient pensé que ces partisans allaient investir le Parlement, investir le Sénat et saisir le pouvoir. Peut-être que c'est ce qu'il avait en tête, parce que c'est exactement ce qu'il propose aux Iraniens de faire. Il leur dit, bon, nous avons déjà coupé la tête, allez maintenant, investissez les bureaux de l'État, saisissez le pouvoir. Alors voyons. Alors que l'Iran, vous voyez, l'ayatollah qui a été décapité, c'est l'équivalent du pape. Donc là où je tiens, c'est une institution. Donc les institutions, ils prévoient tout. Donc il y a tout le mécanisme de substitution, un mécanisme de remplacement au cas de chute, au cas de maladie, au cas de mort subite. Donc ce sont des institutions, ce n'est pas un homme. Donc ils ont mal compris la structure étatique de l'Iran, je peux dire. Alors, dans le cas de certains pays, puisque nous sommes dans un contexte international qui est jusqu'à présent incertain, les pays, par exemple comme Haïti, qui est fortement dépendant des importations, quelle stratégie devraient employer les autorités actuelles pour prévenir les impacts potentiels, ou du moins pour atténuer les potentiels impacts de ce conflit? Dans quelques secondes, puisque nous arrivons à la fin de cette entrevue. Je peux vous dire tout de suite, l'une des choses que Haïti a toujours eu besoin, c'est une politique énergétique. Et aujourd'hui, et toutes les fois que vous n'avez pas une politique énergétique, les impacts de la volatilité du marché, parce qu'il y a une différence entre la volatilité du marché et les prix. Donc, le pays ne peut rien faire contre les prix parce que nous ne disposons pas de puits de pétrole. Mais par contre, il y a des instruments financiers qui existent qui nous permettent de mitiger la volatilité ou l'impact de la volatilité sur le marché haïtien. Mais il se trouve qu'en Haïti, nous n'avons pas vraiment une politique énergétique. La politique énergétique que nous avons consiste en des boutiquiers ou peut-être des gars qui disposent de crédit à la banque, qui donnent une prime au gars qui est responsable de donner les licences pour l'acquisition de pétrole. Celui-là, il a quelques amis à qui il perd. Donc, on accorde le droit d'importation à quelqu'un qui importe et qui revend. Il vend en good, il va à la banque centrale lui permet de convertir ses good en dollars, et il recommence. C'est ça la politique énergétique de la République d'Haïti, il n'y a pas d'autre. En dehors de l'énergie fossile que nous avons, Haïti peut également se servir de l'énergie nucléaire, parce qu'aujourd'hui nous avons
ce qu'on appelle des mini-reactors qui sont gérés par des entreprises privées de façon très sécuritaire, qui vous permet de recevoir, d'avoir l'énergie à 3 centimes le kilowatt, 4 centimes le kilowatt. Donc tout ceci rentre dans un cadre de réflexion nationale que le pays a besoin. Maintenant, tant que ceci n'est pas fait, vous êtes sujet à la volatilité du marché, parce que là, vous n'êtes pas propriétaire du puits de pétrole, vous êtes ce qu'on appelle le price taker, le prix sur le marché, c'est ce que vous avez. Et les gens en Haïti qui achètent le pétrole achètent ce qu'on appelle sur le spot market. Donc, ils ne font même pas usage de ce qu'on appelle le lait contrat à terme pour mitiger leur acquisition. Donc, c'est vraiment, toute une vous avez politique. de très gros problèmes de façon institutionnelle et managériale en Haïti pour le pétrole. Et aujourd'hui, il nous faut donc une vraie politique énergétique. Merci infiniment à vous, économiste William Savary. Merci. Merci. Voilà donc l'analyse de l'économiste William Savary. Il était avec nous pour parler de la guerre au Moyen-Orient, notamment de ses impacts. Merci de votre fidélité à Metro News. Haïti est exposé à un risque élevé de blanchiment de capitaux, alors que le financement du terrorisme de son côté s'est avéré faible, selon les conclusions du rapport d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, réalisé par plusieurs entités publiques, dont l'Unité centrale des renseignements financiers, UCREF, pour la période de 2019 à 2024. Ce premier rapport a été présenté ce mercredi 11 mars sous l'égide du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Ce rapport révèle un risque non négligeable de criminalité organisée dans le pays, ainsi que des menaces très élevées en matière de trafic illicite d'armes et de munitions, d'enlèvement contre rançon et de cas de corruption et de détournement de fonds publics. Toutefois, ce document souligne un faible taux de condamnation, de saisie et de confiscation pour les crimes financiers. Plus de détails avec Gerbijan. L'effondrement de la sécurité en Haïti n'est pas un phénomène anodin. L'état de l'évaluation des risques potentiels liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme de 2019 à 2024 soulève des pistes concernant le développement d'une criminalité organisée dans le pays. L'expansion des violences qui ont suivi au cours de ces 5 dernières années est le résultat concret d'une absence de contrôle. Haïti est depuis des années sur la liste grise du groupe d'action financière pour ses déficiences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En guise de réponse, 5 ans de transactions ont été passés au crible par des institutions comme la Banque centrale, l'Unité centrale des renseignements financiers, UCREF, le Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs, pour protéger le système financier et l'économie nationale. Le directeur général de l'UCREF, Michelin Justable, revient sur les objectifs de départ. Parce que on connaît après l'évaluation mutuelle Haïti en 2018, que le rapport a été présenté en 2019, il y a des déficiences qui sont constatées. Donc, il faut combler les déficiences. Et c'est dans ce contexte ça, nous devons créer notre comité de coordination. L'activité a été démarrée le 14 mars, mais avec assistance de la Banque mondiale. Donc, l'UCREF est censé être un acteur qui clé, qui est important pour te permettre de réaliser ce rapport. Et aujourd'hui, nous arrivons à présenter les conclusions du rapport qui gagnent un ensemble de recommandations que nous faisons, son diagnostic qui fait, qui propose l'État un ensemble de recommandations qui vous permettent de prendre des mesures pour atténuer les risques que nous identifions après les résultats du rapport. Selon le rapport, les principales menaces à l'épuration du système financier constituent le trafic illicite d'armes et de munitions, les enlèvements contre rançon et le détournement de fonds publics qui sont très élevés, tout comme la contrebande et les infractions fiscales. Le trafic de stupéfiants et la traite de personnes sont eux aussi élevés. Mais le plus surprenant, c'est le faible taux de condamnation. Oui, nous pensons que c'est une très bonne chose, que la création pour le judiciaire, c'est l'État mis sous pied, parce que nous-mêmes, UCREF, nous là pour détecter les indices de blanchiment et produire des rapports et voir à la justice. Lorsque la justice, nous voyons les rapports à la justice, il faut gagner des suivis faits autour de eux-mêmes, il faut gagner des jugements, il faut gagner des condamnations, et ça, on peut constater dans la présentation de rapport, malgré tout effort que UCREF a fait, voir les rapports à la justice, c'est toujours 0 condamnation. Le 2 mars dernier, une nouvelle circulaire de la BRH a été émise à
l'intention des institutions financières afin de prévenir et lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Les banques comme les sociétés de crédit, entre autres, ont été invitées à actualiser leur système de contrôle et à renforcer le traitement des opérations financières. En cas de dérogation au principe, la BRH peut prendre des sanctions administratives ou imposer des amendes allant jusqu'à 500 000 gourdes par violation constatée. Parlons à présent de l'affaire Jovenel Moïse à la une de l'actualité. Martine Moïse, auditionnée comme témoin à charge au procès de 4 accusés à Miami. L'épouse de l'ancien président haïtien assassiné a été entendue comme témoin à charge le mardi 10 mars dans le cadre du procès à Miami de 4 hommes accusés de l'assassinat le mercredi 7 juillet 2021 de Jovenel Moïse. Il s'agit de Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Ventimilla et James Solage. En larmes devant le tribunal fédéral de Miami après les déclarations liminaires, Martine Moïse a affirmé avoir entendu depuis si longtemps ce procès, rapporte le journal Miami Herald. Le couple avait été réveillé par des tirs nourris à l'extérieur de leur résidence, située au sommet d'une colline peu après 1h du matin le mercredi 7 juillet 2021, a raconté Martine Moïse. Terrifiée, elle dit avoir rampé pour rejoindre leurs enfants dans une chambre avant de retourner vers la chambre parentale où son mari lui conseilla de se cacher pour éviter les balles perdues. Selon son témoignage, Jovenel Moïse avait alors contacté Dimitri Erard, chef de la sécurité présidentielle, Jolaguel Civil, au responsable de la sécurité, ainsi que Léon Charles, directeur général de la police nationale d'Haïti. C'est la fin de cette édition de Métro News. Le rappel des principaux titres à la une. À moins de 24 heures de la fin des inscriptions des partis, groupements et regroupements politiques, une centaine de structures se sont enregistrées au Conseil électoral provisoire. La possibilité d'un prolongement de la date est évoquée, mais le CEP dit vouloir s'accrocher au respect strict du calendrier électoral. La liste agréée des partis sera publiée le 26 mars prochain. Alors que le rétablissement de la sécurité et la tenue des élections figurent parmi les principales priorités du gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé a rencontré Albert Hamdine, secrétaire général de l'OEA, en vue de renforcer l'appui de l'organisation régionale à Haïti dans ces 2 domaines clés. Le chef de l'exécutif renouvelle ainsi sa détermination à pacifier le pays et à favoriser le déroulement des scrutins. Et puis, guerre au Moyen-Orient, Haïti doit développer une politique pour se mettre à l'abri d'un éventuel choc pétrolier, en constituant une réserve stratégique et en mettant en place au besoin des infrastructures de raffinage, estime William Savary. L'économiste déplore le manque de sens de responsabilité des dirigeants haïtiens qui a ralenti jusqu'ici toute évolution du pays en ce sens. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. Merci également pour la confiance que vous nous accordez. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Prenez soin de vous. Bonsoir.